Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire organisé par la branche de la Nouvelle-Aquitaine du PMI. Vous savez que depuis la crise du Covid-19, le PMI France vous offre des webinaires régulièrement, conférences proposées par nos branches et pôles auxquels tous nos membres sont invités. Ce webinaire sera enregistré dans son intégralité, incluant vos questions et les réponses aux questions posées. Pour ce webinaire, il y a 719 inscrits et nous démarrons avec 190 participants connectés. Nous souhaitons, avant de démarrer et passer la parole à notre conférencier Florent Leton, remercier très chaleureusement l'équipe de Luc André qui est aux manettes techniques de ce webinaire, réalisé avec l'outil GoToWebinar. Nous sommes encore en phase d'apprentissage de toutes les facettes offertes par GoToWebinar. D'avance, nous vous remercions de votre compréhension. Tous nos participants ont les micros coupés. Pour poser vos questions, merci d'utiliser la section questions. Nous aurons une session questions-réponses à l'issue de la présentation de Florent. Et tout de suite, Raphaël Tarbé va vous présenter Florent Leton, notre conférencier. Bonjour à tous. Un sujet sensible s'est imposé à nous. Il concerne de nombreuses organisations. En effet, l'agilité est pleine de promesses, mais sa mise en place peut être délicate tellement elle bouleverse les repères de chacun. Mais avant tout, quelles sont les raisons de devenir une entreprise ou une équipe agile et quels sont les enjeux de la transformation associée? Enjeux notamment pour les managers, bousculés entre le être agile et le faire agile, ils s'interrogent sur leur rôle. Dans une organisation collaborative et transverse, comment le manager doit-il s'adapter, se réinventer et accompagner cette évolution? Comment, par exemple, en tant que manager, influencer son équipe sans lien de subordination? Cette transformation bouscule nos postures, nos façons de faire et de travailler ensemble. L'agilité apporte un changement fondamental de pensée et de relation dans l'entreprise. Au fond, c'est toute l'ADN ou culture de l'entreprise qui évolue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florent Leton, notre conférencier, qui abordera ces sujets. Florent est expert en gestion de projet agile et management d'équipe et co-auteur du livre Devenir une entreprise agile, au cœur duquel il offre un panorama des outils essentiels qu'on ne peut pas ignorer, des principes éprouvés et des bonnes idées. Il est aussi le créateur du site agiliste.fr qui contient de nombreuses ressources utiles pour bien vivre l'agilité. Aujourd'hui, il continue à former, accompagner et pratiquer ce qu'il enseigne. Son credo, améliorer les résultats des projets tout en améliorant la qualité de vie professionnelle. Non seulement Florent offre de partager dans ce webinaire PMI ses connaissances et son expérience dans la mise en place de l'agilité en entreprise, mais en plus, ces bonus vous aideront à aller plus loin dans une mutation réussie vers l'agilité. Alors, nous avons établi une première série de questions sur la base de nos ateliers et des retours reçus à ce sujet. Alors bonjour Florent. Bonjour. Florent, peux-tu nous dire quelques mots sur ton parcours et ton rôle actuel? Alors, merci de me recevoir déjà. Et donc oui, je m'appelle Florent Auton, j'ai commencé ma carrière en 2000 en tant que développeur, puis manager de projet, donc team leader, chef de projet, directeur de projet, avec des projets plutôt réussis à la clé du point de vue de ma hiérarchie, mais pas forcément de mon point de vue. En fait, on avait des critères en commun de réussite, mais pas tous les mêmes critères. Et en 2007, en cherchant une autre façon de mener les projets, quitte à vraiment repartir d'une page blanche, c'est là que j'ai découvert les méthodes agiles. Et c'est là que tout a changé dans ma façon de travailler, dans ma façon d'adresser les projets. Et c'est là que j'ai pas arrêté de pratiquer, de me perfectionner, de partager mes connaissances via mon site internet dont tu as parlé tout à l'heure. Et dernièrement, j'ai passé 4 ans chez Swiss Life en tant que responsable du département digital de la DSI. Et là, ça fait 2 ans maintenant que j'ai décidé de me consacrer exclusivement à former et accompagner les personnes ou entreprises qui se lancent ou qui veulent se perfectionner dans la maîtrise des méthodes agiles, tout en mettant en pratique les disciplines complémentaires liées à l'activité d'entrepreneur, puisque forcément, maintenant que je suis davantage consacré à mon entreprise, j'utilise aussi d'autres disciplines que celles que j'utilisais d'habitude sur le mode projet. Alors pour continuer, le terme agile est devenu très galvaudé, il me semble. Donc finalement, c'est quoi une entreprise agile au juste? Et as-tu des exemples d'entreprises agiles en France? Alors, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que le terme agile est très galvaudé. En fait, comme c'est un simple adjectif,
on a tendance à y mettre un peu ce qu'on veut derrière, aussi bien le meilleur que le pire parfois. C'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que c'est compliqué d'arriver à une définition claire de l'agilité et de ce que serait encore plus une entreprise agile. Donc, en plus de ce problème d'adjectif et auquel tout le monde met ce qu'il veut derrière, en fait, il y a aussi beaucoup de mises en œuvre de l'agilité qui sont faites dans une logique purement technique, c'est-à-dire j'applique presque par copier-coller des trucs que j'ai vus sur l'agilité, des pratiques, des techniques, mais sans appropriation de la façon de penser au préalable. Et ça, le problème, c'est que ça mène à des travers, des écueils, comme par exemple des équipes qui se retrouvent à faire et défaire, à improviser sans cesse, ce qui n'est pas tellement la définition de l'agilité, ce qui est plutôt la définition du chaos, en fait. Donc ça, forcément, ça génère en plus des problèmes de motivation, de qualité, de délai, etc. Et surtout, ça crée un problème de perception de l'agilité. Alors maintenant, pour ce qui est de la question, qu'est-ce qu'une entreprise agile? C'est avant tout déjà une histoire de culture, en fait, de façon de penser, comme je le disais à l'instant, avec du coup, je dirais, 3 caractéristiques clés. On pourrait peut-être en citer d'autres, mais j'en retiens en 3 en particulier. C'est déjà des processus qui sont concrètement centrés sur ses clients et leur satisfaction. Je parlerai même d'obsession de la satisfaction de ses clients, puisque là, on parle aussi avant tout de culture. C'est dans l'ADN d'un agiliste et donc d'une entreprise agile, c'est cette obsession de la satisfaction client. Si j'ai un client satisfait, ça en ramène d'autres, j'ai pas de problème de business, tout va bien. Et puis, c'est ce qui donne aussi du sens au travail de beaucoup de gens, cette satisfaction. Deuxième caractéristique, c'est cette capacité à se remettre en question en permanence. Aussi bien sur notre compréhension qu'on croit avoir des besoins de nos clients, sur la remise en question de notre environnement de travail, sur la remise en question de nos façons de travailler. En fait, c'est une posture d'humilité finalement, et de se dire que non, j'ai pas la science infuse qui me permet de savoir ce que veut mon client tant que je lui ai pas demandé ou tant que je lui ai pas présenté quelque chose de palpable. Je ne sais pas, je ne considère à aucun moment que je suis parfait dans ma façon de travailler. Donc ça, c'est une deuxième caractéristique. Et la troisième, c'est celle qui personnellement m'a le plus touché dès le début et qui n'est pas du tout antinomique avec la performance, bien au contraire, c'est le respect de l'humain. Et le respect de l'humain dans l'agilité, ça se limite pas à un manager qui dit bonjour à chaque membre de son équipe le matin. C'est aussi croire en la capacité de chacun à proposer des solutions à des problèmes, à prendre des initiatives, faire confiance, libérer cette prise d'initiative, donner le droit à l'erreur. Voilà, c'est ces 3 caractéristiques qui vont faire qu'une entreprise peut se considérer comme agile dans sa façon de penser. Et du coup, il y a plein d'entreprises qui peuvent être qualifiables d'agile d'un point de vue strictement culturel. Et d'un autre côté, il y a très peu, voire aucune entreprise en France qui peut se dire full agile, complètement agile, aussi bien sur l'aspect culturel que dans l'utilisation des méthodes dites agiles sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc là, je partirais plutôt sur un portrait robot d'entreprise agile qui, par exemple, c'est juste un exemple, qui aurait cette culture agile avec la culture managériale qui va avec et qui utiliserait sur sa chaîne de valeur des techniques comme le Lean Startup et le Design Thinking pour le travail sur l'idée, la naissance de l'idée de business, de produits, de nouveaux services. Donc sur la phase amont projet, sur la phase projet du Scrum ou du Kanban, et puis après les phases projet, on a cette obsession de la satisfaction client aussi une fois que le produit est entre les mains de l'utilisateur. Et là, ça pourrait être des pratiques comme le Lean Management en aval. Et voilà. Mais encore une fois, c'est juste un exemple, un portrait robot, c'est jamais parfait. Merci Florent. Alors pour continuer, une autre question, quelles sont les raisons qui poussent les entreprises à vouloir devenir agiles? Est-ce un effet de mode ou un véritable besoin stratégique? Alors, l'effet de mode joue sûrement aujourd'hui, mais c'est pas vraiment une bonne raison de se lancer dans l'agilité. Voilà, cette raison qui consisterait à se dire tout le monde s'y met, alors du coup on va s'y mettre aussi. En fait, il y a rien de moins, enfin, il y a peut-être encore moins fédérateur, mais en tout cas, c'est pas super fédérateur de se dire ouais, faut suivre le mouvement. Et en plus, quand on est sur quelque chose qui n'est pas fédérateur, ça crée de la résistance au changement en général. Or, il y a toujours de la résistance au changement, c'est naturel quand on change de repère, il y a de la résistance, même parfois inconsciente. Mais là, ça va pas aider, ça va encore accroître cette résistance au changement si on y va juste pour y aller parce que tout le monde s'y met. Et souvent, du coup, on n'arrive pas vraiment à s'approprier cette façon de penser dont je parlais tout à l'heure. Donc les résultats, au final, ne sont pas au rendez-vous. Donc ça devient un échec et du coup, c'est comme ça aussi qu'on se fait une idée trop vite de ce que l'agilité peut offrir. Donc mieux vaut avoir une vraie raison de devenir agile et pour ça, il faut travailler sur le pourquoi. Et c'est ce qui va permettre de conserver des employés motivés dans la durée, dans cette transformation,
de rester dans la course face à la compétition. C'est ce que va apporter l'agilité, de pouvoir s'adapter à l'évolution de son marché, donc plus réactif, d'avoir des nouveaux leviers d'accélération de time to market, de mise sur le marché, de satisfaction client, de réduire les risques et les gaspillages sur les projets. Par exemple, faire un produit qui est finalement pas ou peu utilisé, ou partiellement utilisé, malgré le respect d'un cahier des charges initial. Voilà autant de raisons, de bonnes raisons, entre guillemets, de se lancer dans l'agilité, plutôt que le fameux effet de mode, même s'il existe, hein, on ne va pas le nier. Donc aujourd'hui, l'agilité, de mon point de vue, c'est plus une mode, c'est vraiment bel et bien un nouveau standard de gestion de projet. Et je compare ce qu'on vit en ce moment à l'adoption du saut en Fosbury. Aujourd'hui, aucun sauteur n'imagine, sauteur professionnel bien sûr, hein, n'imagine sauter autrement qu'en Fosbury. Et pourtant, cette technique, il a fallu 20 ans pour qu'elle se généralise. Donc, malgré les bénéfices qui étaient évidents quand Fosbury a fait ses premiers sauts pour la toute première fois, 20 ans avant que ce soit considéré comme généralisé. Merci Florent. Et selon toi, est-ce que toutes les entreprises peuvent devenir agiles? Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de limite sectorielle. Ça, c'est la bonne nouvelle, hein. C'est que là, les retours d'expérience se multiplient dans des secteurs où on ne s'attendait pas à trouver l'agilité. Donc il y a l'informatique, bien évidemment, plus particulièrement les projets de développement logiciel, bien évidemment, mais on a aussi de l'agilité dans l'industrie, dans le monde du pétrole, les PME, les grandes entreprises, une école primaire aussi, voire plusieurs maintenant, je crois, des projets RH, des ONG, des startups, des agences gouvernementales, donc je ne sais pas comment qualifier ça, mais des organismes de l'État, des organisations de l'État. Donc la contrainte, elle n'est pas technique en fait. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que pour autant, l'agilité n'est pas faite pour tout le monde. Par exemple, tous ceux qui sont à la recherche, alors c'est un peu péjoratif comme terme, mais là, c'est le seul qui me vient à l'esprit comme ça, d'une baguette magique, ce qui ne demanderait aucun effort, aucune remise en question. Forcément, ça ne va pas marcher. Le potentiel de l'agilité, il est énorme, mais il y a quand même un ticket d'entrée à payer. Et ce ticket d'entrée, c'est, comme je le disais pour moi quand j'ai commencé, c'est repartir d'une page blanche. Il faut désapprendre, perdre ses repères, ses réflexes qu'on a pu acquérir quand on a mené, comme moi, plein de projets de façon classique. Donc, c'est pas juste de la technique, en fait. C'est vraiment enfin voilà, c'est pas comme un simple changement d'outil. Je passe d'une clé de 12 à une clé à pipe, une clé à œil. Enfin, là, je m'adresse plutôt aux bricoleurs du coup, mais je pense qu'on a compris ce que je voulais dire. Donc la question, c'est juste la culture de l'organisation qui décide d'adopter l'agilité. Est-ce qu'elle est prête à évoluer vers l'agilité? Est-ce qu'elle a déjà une culture qui se rapproche de celle de l'agilité? Plus ce sera le cas, plus ce sera facile, plus l'agilité trouvera sa place rapidement. Si à l'inverse, j'ai une culture qui est très axée sur je commande et je contrôle, sans possibilité d'auto-organisation des équipes, par exemple, à minima sur une première équipe pilote qui se lancerait dans l'agilité en éclaireur, là, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Et il faut vraiment se poser la question de savoir si on y va ou pas, au préalable. Il m'arrive de décliner des missions, c'est pas dans mon intérêt de faire ça, on pourrait le croire, mais il y a des fois, je préfère décliner une mission si je sens qu'il y a ce problème-là. Alors, pour revenir sur la culture managériale, qu'est-ce qu'on peut dire à un manager, un chef de projet ou directeur de projet par exemple, qui est habitué à entraîner, à maîtriser tous les aspects de son projet ou activité, et à qui on demande du jour au lendemain de devenir un manager agile, ou tout simplement comment faire évoluer la fonction de manager? Ok, bon, ça tombe bien parce que je suis passé par là, évidemment, sauf qu'on ne m'a pas imposé de devenir un manager agile. C'est la seule nuance par rapport à la question que tu viens de formuler. Alors, moi, de toute façon, devenir un manager agile, je le vois comme une opportunité, évidemment, parce que alors c'est facile quand on a fait tout le parcours, mais pour moi, c'est l'opportunité de passer davantage de temps sur des tâches à forte valeur ajoutée et moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Donc, par exemple, quand j'étais chef de projet, c'est moi qui estimais les tâches. En plus, comme j'étais un ancien développeur, j'avais cette expertise qui me permettait d'estimer les tâches. Je les affectais, je les suivais à la tâche, enfin, je suivais l'avancement de chaque tâche, donc à la personne, à l'individu. J'étais sans arrêt très souvent en train de revoir mon planning parce que j'étais sur des projets très complexes, souvent très innovants sur le plan technologique, avec des tas d'inconnus et des tas d'incertitudes. Donc mon planning, autant dire qu'il changeait quasiment tous les jours, le diagramme de Gantt à revoir quasi systématiquement. Les problèmes opérationnels à résoudre,
Et puis sans compter tout le temps que je passais dans les réunions, dans mes mails. Donc voilà, là, l'agilité, c'est ce qui m'a permis de passer moins de temps sur des tâches sur ces tâches-là qui ont vraiment une très faible valeur ajoutée et plus de temps sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Comme par exemple, développer les gens, me concentrer sur l'environnement de travail de l'équipe pour lui permettre de réussir, cette équipe. Donc là, ce que ça apporte, en fait, c'est une meilleure répartition des responsabilités, donc moins de stress. Il y a un product owner qui est chargé du quoi et de quel ordre on le fait. On a une équipe de développement qui est chargée du comment on le fait et de la quantité de travail qu'on engage. Personne ne décide à sa place quelle quantité de travail on engage sur une durée donnée. Et on a ce Scrum Master qui travaille sur le cadre de travail. C'est un bâtisseur au début quand le cadre de travail n'est pas là, c'est un bâtisseur, un architecte de ce cadre de travail, de cet environnement de travail. Et dans mon cas, du coup, le passage de chef de projet à Scrum Master s'est fait de façon très naturelle. Pour autant, j'ai quand même eu ce fameux ticket d'entrée à payer dont je parlais tout à l'heure. Rien n'est gratuit dans ce monde. Et c'est pas une histoire d'argent, c'est que j'ai dû lâcher prise sur la confiance, sur laisser l'équipe s'auto-organiser, sur plein de choses là qui arrivent comme ça en bousculade dans ma tête. Mais tout ça, j'ai pu le faire justement en me focalisant sur ce cadre de travail, puisque c'est ce cadre de travail, donc par exemple Scrum, si on prend une des méthodes agiles, mais celle qui est la plus utilisée sur les projets agiles, c'est ce cadre qui va permettre d'éviter de basculer dans l'anarchie au sens péjoratif du terme. Si on part sur une équipe auto-organisée mais sans cadre, c'est l'anarchie au sens encore une fois péjoratif du terme. L'anarchie, c'est plus subtil que ça. Donc ce cadre, en fait, c'est lui qui libère cette énergie collective, cette prise d'initiative, cette capacité à s'auto-organiser et à tirer profit de l'intelligence collective. Donc voilà comment personnellement j'ai vécu le truc et j'ai évolué vers ça. Et voilà en quoi aussi ça a amélioré ma vie de manager. Alors justement, sur la question du manager, concrètement, donc en tant que manager, comment je peux influencer mon équipe sans lien de subordination vis-à-vis des membres de cette équipe? Ouais, c'est une bonne question qui est tout à fait légitime et j'ai mis vraiment du temps à trouver une réponse claire pour moi-même. J'ai dû vraiment aller au-delà de la théorie pour y arriver. Je lisais des choses qu'intellectuellement je pouvais comprendre, mais de là à ce que ce soit une évidence, c'était autre chose. Alors pour commencer, déjà, le Scrum Master, il a quand même autorité sur quelque chose. Il a autorité sur ce cadre de travail. Je vais dire Scrum Master ou Manager Agile, si on veut prendre un terme plus générique. Donc il a autorité sur ce cadre de travail. Donc si on reste sur Scrum Master, c'est Scrum. Et c'est déjà pas mal. Le cadre de travail, ça influence déjà beaucoup de choses sur la façon de travailler. Alors attention, par contre, quand j'ai dit qu'il a autorité sur ce cadre de travail, je ne suis pas en train de dire par là qu'il faut absolument imposer brutalement ce cadre de travail, cette façon de travailler, cette méthode Scrum ou ce cadre méthodologique Scrum. Donc c'est autorité au sens où j'ai la légitimité et j'ai la responsabilité de mettre en place ce cadre-là. Évidemment, le mieux, c'est d'amener un tel changement par le sens que ça apporte. Idéalement, ça résout des problèmes que l'équipe rencontre, que l'organisation rencontre, pour que ça crée l'adhésion sur le fait de changer nos habitudes de travail en adoptant ce cadre de travail. Donc évidemment, plus on a de la résistance au changement, moins il faut imposer les choses. D'accord ? Quitte à d'ailleurs procéder pas à pas s'il le faut, quoi. Après, l'équipe de développement, donc l'équipe projet, elle a autorité sur son organisation au sein de ce cadre. Donc c'est là où effectivement l'estimation, l'affectation des tâches, le choix des techniques, des pratiques, des outils, la communication, la façon de se coordonner, tout ça, ça appartient à l'équipe de développement. C'est elle l'équipe projet qui décide de ça. Donc j'ai 3 options en tant que manager. Soit miser sur l'intelligence collective de l'équipe pour qu'elle trouve elle-même des solutions quand je la vois confrontée à un problème, quand je veux qu'on aille dans telle direction, soit je propose une idée, donc qui vient de moi, je la propose à l'équipe, soit les deux. Sur la première option, si on choisit cette option qui est tout à fait possible, hein, il ne faut jamais sous-estimer le potentiel de chaque individu et encore plus quand on est à l'échelle d'une équipe, ensuite le potentiel se démultiplie. Donc du coup, on peut tout à fait voir déjà ce que donne l'intelligence collective, voir les idées qui émergent. Et donc là, je vais me concentrer sur le bon déroulement du processus Scrum, sur ce cadre de travail. Donc c'est plutôt là-dessus que je vais me concentrer. Sur l'option 2 et 3, donc proposer une idée ou les deux, là,
souvent, c'est pas une technique, mais j'ai décidé de lui donner un nom parce que je trouve que c'est parfois plus facile. Donc moi j'appelle ça l'approche just do it. C'est en fait, vous allez voir, c'est pas de la manipulation, c'est juste, ça fait appel au bon sens de chacun. Donc vous imaginez, on est sur la rétrospective d'un sprint. Donc la rétrospective d'un sprint, si on a des gens qui débutent en agilité, c'est le moment où on prend un peu de recul, on prend un peu de hauteur après une itération de travail qui est courte. En général, c'est 1 mois grand maximum. Et aujourd'hui, la moyenne est plutôt à 2 semaines sur les projets de développement logiciel. Et là, on réunit l'équipe et on fait le point pour voir ce qui marche bien, qu'on va cultiver pour la suite, ce qui marche moins bien, qu'on va améliorer, et le plan d'action qu'on va établir et exécuter dès la prochaine itération. Et donc, c'est souvent à ce moment-là que, en tant que manager, on a envie d'aider l'équipe à résoudre ces problèmes pour qu'elle soit plus efficace, plus performante, et peut-être aussi qu'elle prenne plus de plaisir au travail, parce que plus une équipe prend du plaisir, plus elle donne d'elle-même, plus elle va au-delà des attentes. Et donc, quand on voit un problème arriver dans cette rétrospective, avec la technique, l'approche que j'utilise, si je sens que je vais avoir une idée qui, face à ce problème-là, d'une part, je vais commencer par voir ce que l'équipe propose, une fois que le problème il est sur la table. Si le problème ne vient pas tout seul sur la table, je fais partie de l'équipe en tant que Scrum Master. J'ai mon mot à dire, je peux très bien soulever le problème en disant, vous avez vu là pendant la démonstration, il y a eu plein de bugs, ça a planté dans tous les sens. Vous avez vu les réactions du panel d'utilisateurs qu'on a combien en revue de sprint, c'est quand même dommage. Là, on est peut-être en train de perdre la confiance du client, etc., etc. Bon, à partir de là, soit une fois que le problème a émergé, l'équipe va trouver des idées. Là, 2 options dans cette approche. Soit l'idée que propose l'équipe, je la trouve meilleure que la mienne. Et là, j'ai juste à me taire. Donc on est plutôt dans l'option 1 que je citais tout à l'heure. Ça y est, l'intelligence collective fonctionne. Ça arrive. L'autre possibilité, c'est que l'idée qui est proposée ne me paraît pas être la meilleure. Et là, je peux très bien dire, écoutez, moi, j'ai pas de boule de cristal. J'ai pas la science infuse. Par contre, je sais que le pair programming, donc le travail en binôme, ça peut porter ses fruits sur des problèmes de qualité, sur des problèmes de délai aussi, parce qu'on peut aller plus vite en travaillant en binôme. Donc, ce que je vous propose, c'est d'expérimenter le pair programming sur la prochaine itération qui dure 2 semaines, si on a choisi des sprints, des itérations de 2 semaines. Je vous propose de me rendre disponible pour coacher au moins 2 binômes. Alors, juste pour précision, le pair programming ne sera pas toute la journée. C'est des séances de 2 heures, par exemple, qu'on peut faire, ou même d'1 heure, avec, encore une fois, 2 binômes. À la prochaine rétrospective, on fait le point ensemble. Si ça a porté ses fruits, on garde, et peut-être même qu'on décidera ensemble d'étendre à plusieurs, au reste de l'équipe. Soit ça marche pas, et moi je suis prêt à renoncer à ça, on jette, ou alors peut-être qu'on adaptera, parce que peut-être qu'on n'aura pas mis en place les choses de la bonne façon. Et donc voilà. Et du coup là, on fait appel au bon sens de chacun. C'est une démarche ni plus ni moins scientifique, empirique, qui est difficile à refuser. Et s'il y a une objection, ou mieux à proposer, on laisse faire l'équipe et on reste ouvert aux bonnes surprises. Ça peut arriver, encore une fois. Donc moi, je conclue souvent par un tour d'objection. Est-ce que quelqu'un a une objection à tester ça? Et s'il y a une très bonne objection, pourquoi pas. À la fin, c'est l'équipe qui décide de la façon dont elle s'organise. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Je suis rentré un peu plus dans le détail. J'espère qu'au niveau timing, merci. Bon. Merci des précisions, Florent. Alors du coup, en transition, quelle pourrait être la perspective de carrière pour un chef de projet ou un PMO gérant un portefeuille de projet, par exemple? Ouais. Alors, en termes de perspective de carrière, en fait, ça change pas grand-chose. D'ailleurs, je peux là encore en témoigner. Moi, mon parcours perso, je pense qu'il est assez généralisable. Donc, j'ai évolué vers une évolution très classique dans le monde du projet, de la gestion de projet. J'ai commencé développeur, chef de projet, avec les différents niveaux de seniorité. Au début, je ne connaissais pas l'agilité, mais on peut très bien imaginer, enfin c'est le cas d'ailleurs, il n'y a rien à imaginer, il y a différents niveaux de seniorité pour les Scrum Masters, exactement comme pour les chefs de projet. Des certifications aussi de plusieurs niveaux. Ensuite, je suis devenu directeur de projet. Et c'est là où je vais juste rajouter directeur de projet agile. Ou ensuite, je suis devenu responsable d'un département. Je suis devenu manager agile ou responsable de département agile. Ça fait un peu bizarre quand même, un peu ronflant même, mais manager agile, je veux dire, de façon plus simple. Et puis après, il y a le côté expertise agile, où là, pendant un moment, j'ai cultivé les 2 casquettes de coach ou expert agile et directeur de département ou directeur de projet et responsable de département. C'est à peu près à l'époque où j'ai commencé à former d'autres personnes. Donc l'évolution de carrière, elle change pas.
Et d'ailleurs, pour le secteur IT, l'agilité, c'est une compétence qui devient aujourd'hui indispensable. C'est pour ça que je vous parlais de nouveaux standards. Là, enfin, j'ai découvert des articles, je regarde pas trop la presse, mais là, il y a des articles qui titrent le top 10 des nouveaux métiers d'avenir. Il y a Product Owner, Scrum Master dedans, Coach Agile. Enfin, on est vraiment sur un nouveau standard. Donc pour beaucoup d'entreprises, l'agilité, c'est vraiment devenu indispensable pour soit conserver leurs employés de talent, soit rester compétitive vis-à-vis de la concurrence, parce qu'il faut être plus réactif qu'on peut l'être avec une approche classique, plus rapide à se positionner sur un marché. Et voilà, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai vécu. À 34 ans, on m'a confié la responsabilité d'un département où la moyenne d'âge sur les responsables de département à la DSI était à peu près à 45 ans. Voilà, et je pense que j'aurais clairement pas eu ce poste sans cette compétence-là. Merci Florent. Alors on va parler maintenant d'un nouveau sujet, on va plutôt parler de changement, de transformation. Donc voilà, dès qu'on parle de changement profond dans une entreprise, donc c'est changement de façon de travailler, de penser, de culture, on voit que le facteur humain il est déterminant. Et donc comment une entreprise peut réussir à se transformer dans ces conditions et comment préparer en fait les directions à un tel changement, selon toi? Ouais. Alors là, clairement, il ne faut pas se raconter d'histoire. Devenir une entreprise agile, c'est un gros challenge. Ou devenir agile, enfin parfois pas forcément à l'échelle de l'entreprise. Déjà, un département ou une équipe, il y a forcément des challenges, puisque, comme tu dis, il y a cette dimension humaine, il y a cette résistance au changement. Et déjà, le premier service qu'on peut se rendre quand on essaye d'amener ce changement-là, qu'on soit manager, qu'on soit directeur, qu'on soit juste un élément moteur dans l'équipe. On n'est pas obligé d'être super haut gradé pour parfois introduire des changements comme ceux de l'agilité. Mais déjà, ce qu'on peut faire, c'est accepter l'idée qu'il va y avoir de la résistance au changement. Une fois qu'on a accepté ça, c'est beaucoup plus facile ensuite de s'adapter à cette résistance au changement. Donc si je reste à l'échelle d'une entreprise, bon, bah, c'est un changement qui peut durer des années. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est pas juste changer d'outil et passer à une clé à pipe ou une clé à œil, c'est on change la culture de l'entreprise. Une culture d'entreprise, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à changer, c'est le plus gros challenge pour toute entreprise. Et là, je suis pas en train de parler de la culture affichée d'une entreprise sur son site internet où il y a 3 ou 4 valeurs qui disent le respect, customer centricity ou je ne sais quoi. Je parle des valeurs réelles sur le terrain dans l'entreprise, celles qu'on observe à la machine à café, dans les discussions informelles. Voilà, c'est de cette culture-là, c'est celle-là qui fait le boulot, quoi. Donc du coup, ça se change pas comme ça, quoi. Et pour ça, il n'y a pas de baguette magique qui permet de réussir une telle transformation comme ça à coup sûr, ça se saurait. Que ce soit une transformation agile, une transformation digitale ou je ne sais quoi, ou une réorg, pour prendre un truc plus courant malheureusement. Il n'y a pas de baguette magique. Par contre, on peut avoir une stratégie de conduite du changement. Et là, c'est clairement indispensable quand on fait ça à l'échelle d'une entreprise. Donc l'erreur, ce serait vraiment, et c'est une erreur que beaucoup d'entreprises font malheureusement, ce serait de sous-estimer la profondeur du changement qui est en jeu. Et il y a 2 ingrédients ou 3 que je recommande systématiquement et que j'utilise systématiquement, et parfois j'ai loupé un de ces ingrédients dans mes débuts et je l'ai payé. Le premier, c'est le pourquoi, j'en parlais en intro. Il faut vraiment savoir pourquoi on devrait se lancer dans l'agilité. Et cette raison-là, quitte à ce qu'il y ait plusieurs raisons pour chaque public, mais elle doit parler à chaque public, que ce soit la direction en haut de la pyramide, que ce soit le middle management qui gère les troupes sur le terrain et les troupes elles-mêmes. Donc, il faut fédérer avec une vraie raison d'aller vers l'agilité. Et ce ne sera peut-être pas la même raison, encore une fois, pour quelqu'un du terrain qui peut-être, lui, recherche davantage de confiance et d'autonomie, un meilleur environnement de travail, avec peut-être un peu plus de droit à l'erreur pour pouvoir prendre des initiatives, se développer, grandir. Et peut-être que, ou peut-être que cette même personne du terrain, elle voudra avoir un feedback bien plus tôt sur son travail qu'au bout de 6 mois de projet. Et le middle manager, peut-être que lui, il veut éviter le burn-out et être moins surchargé et devoir être moins la personne qui gère, omnisciente et omnipotente, qui gère tous les aspects du projet. Et la direction, peut-être qu'ils veulent fidéliser leurs clients, aller plus vite sur le marché, être plus compétitif. Donc voilà, du coup, le pourquoi, c'est hyper important. Et après, selon son poids hiérarchique, son influence, il faut s'appuyer sur un sponsor, un parrain, quelqu'un qui, lui, soit haut placé. Si nous, on ne l'est pas,
pour pouvoir donner les moyens, faire bouger le statu quo, challenger les processus, les politiques dans l'entreprise, si jamais ça vient en choc, j'ai pas le bon terme, si jamais ça vient gêner l'implémentation de l'agilité. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à commencer petit, par une première équipe pilote s'il faut, voilà, à qui on va donner les moyens de réussir, avec de la formation, de l'accompagnement s'il faut. L'accompagnement, c'est pas forcément un coach agile qui coûte 1500 € la journée, ça peut être quelqu'un dans l'entreprise qui a déjà vécu avec succès l'utilisation de l'agilité dans une autre mission ou sur son poste d'avant. Mais voilà, c'est toujours mieux si on sécurise avec quelqu'un qui a vécu cette aventure-là. Parce que sans avoir le vécu, on peut difficilement accompagner quelqu'un en lui disant bah voilà, il y a ça à faire. Ah ok, mais là je suis en train de vivre ça. Ah oui, bah écoute, dommage, moi j'ai pas vécu ça, mais voilà, enfin bref, ça limite forcément la capacité à résoudre les obstacles qui vont peut-être se présenter en termes de résistance au changement, de réflexes à perdre, d'habitude à perdre. Merci pour ta réponse. Alors, du coup, là, tu as parlé de coach ou de consultant. Du coup, quel niveau d'expertise doit-il avoir pour amener une entreprise sur le chemin de l'agilité, selon toi? Alors, bah oui, effectivement, du coup, comme tu dis, l'enchaînement est tout trouvé. Le principal prérequis, c'est ça, c'est l'expérience terrain. Il faut vraiment, pour pouvoir former et accompagner sur l'agilité, bon, je pense qu'on peut peut-être former sur les fondamentaux sans avoir forcément une expérience terrain. Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer quand la personne qu'on forme va commencer à poser des questions pratico-pratiques sur la mise en place de l'agilité dans son contexte à elle? Ça va être plus compliqué, évidemment. Donc, mieux vaut avoir cette expérience terrain et une expérience terrain réussie, évidemment, et pas réussie dans un seul contexte, mais dans plusieurs contextes différents avec des enjeux différents pour avoir suffisamment de valeur à apporter aux personnes qu'on forme et qu'on accompagne. Donc, c'est difficile d'accompagner un individu, une équipe ou une entreprise sur la voie de l'agilité avec, encore une fois, tous ces changements de repères que ça implique. Au-delà de la technique, c'est pas qu'une question de technique, sans l'avoir vécu soi-même en tout cas. Très bien. Merci Florent. Écoutez, maintenant, je vous propose de passer aux questions des auditeurs. Avec plaisir. Très bien. Bien, nous avons plusieurs questions. Florent, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, un point pour le démarrage de cette aventure. Quels devraient être les prérequis pour une transformation agile d'une organisation? Alors, les prérequis, ça va être donc on est sur une transformation d'organisation, donc de toute une entreprise ou d'une grosse entité, j'imagine. C'est comme ça que j'imagine qu'on l'entend dans la question. Le principal prérequis, ça va être quelque part une sorte de diagnostic de la culture en place. Soit cette culture, elle va être déjà ouverte à l'agilité, ça arrive. Souvent, on parle des startups en disant les startups, elles sont agiles par nature. Alors, c'est pas toujours vrai. Il y a des startups qui parfois sont créées par des gens qui ont travaillé dans des gros groupes avec des process hyper lourds et reproduisent ça à petite échelle. Mais c'est vrai que dans les startups, souvent, la culture, parfois, dans certaines startups, s'y prête très vite. Et du coup, voilà, le prérequis, il est là. Dans d'autres entreprises, ça va être le contraire. Et là, en fait, le prérequis dans ce cas de figure-là, ça va être au moins être prêt à donner sa chance à l'agilité avec une impulsion du haut de la pyramide, du haut de la hiérarchie, donc de la direction. Si on n'a pas ça et que la culture dans l'organisation est vraiment à des années-lumière de la culture agile en termes de confiance, de posture managériale, etc., ça va être très compliqué. Mais imaginons qu'on a une entreprise où il n'y a que des managers autoritaires qui commandent et qui contrôlent. Si en haut, dans la direction, au niveau COMEX, si c'est une grosse entreprise, pour prendre les termes couramment utilisés, il y a un membre du COMEX qui dit « moi, j'aimerais qu'on explore une autre façon de travailler parce qu'elle a donné de tels résultats dans plein de secteurs différents et voici les retours d'expérience. Donc, je propose de lancer un pilote sur tel département ou telle équipe, sur tel projet et de leur donner les moyens nécessaires. » Ça peut suffire. Ça peut suffire à créer un précédent, à commencer à diffuser l'agilité. Certes, on commence petit par une équipe, mais au moins c'est sécurisé et avec les moyens qu'il faut, et peut-être qu'après ça fera des petits. Il n'y a aucune boule de cristal qui permettra de savoir à coup sûr si ça permettra de transformer l'entreprise. Mais une fois qu'on a une équipe qui est partie et qui est lancée,
qu'elle a des premiers résultats, on peut beaucoup plus facilement essaimer en prenant des membres de cette équipe et en les injectant dans d'autres équipes pour porter ces pratiques et ces valeurs, cette façon de penser, et accélérer la transformation. Donc ça, c'est une stratégie finalement de conduite du changement. Donc les prérequis, c'est ça, la culture, le sponsor et le pourquoi dont j'ai parlé tout à l'heure. Du coup, quand on est face à ce démarrage, est-ce qu'on doit se soucier de l'expérience? Et en particulier, par exemple, on nous demande si on est confronté ou on est face à une majorité de profils très juniors dans une équipe, pour une équipe agile, hein, est-ce que ça peut poser problème? Entre autres, il y a une question qui évoque, par exemple, une équipe sur 8 ETP, il y aurait 6 débutants, par exemple. Ouais. Alors, c'est typiquement le genre de projet que j'ai eu à gérer. En fait, j'étais en société de service, donc je faisais des projets pour nos clients engagés au forfait, en mode classique cycle en V, et puis ensuite je les faisais en mode agile. Et à chaque fois, ça y coupait pas pour souvent, hein, c'est classique, c'est triste à mourir, mais pour augmenter au maximum la marge de la société de service, on prend des stagiaires, on prend des juniors qui coûtent pas cher. Donc j'ai fait que ça quasiment toute ma vie, avec heureusement un ou deux piliers dans une équipe de 8 personnes, par exemple, voilà, qui tenaient la route. Et il se trouve que, évidemment, c'est un handicap. Quelle que soit la méthodologie, c'est un handicap, mais au départ seulement. Après, ce qui est formidable avec l'agilité, c'est que quand vous mettez en place ce cadre dont je parlais tout à l'heure, donc là, pour rentrer dans le détail, je suis obligé d'en prendre une des méthodes agiles et je vais me concentrer sur Scrum. Quand vous avez les mêlées quotidiennes, où on se synchronise tous les jours 15 minutes tous ensemble, quand vous rajoutez à ça les séances de planning poker, qui sont des séances d'estimation des tâches collectives, tout le monde participe, y compris les juniors, les seniors. Quand vous avez les rétrospectives, quand vous avez les planifications de sprint, donc d'itération collective aussi, quand vous avez toutes ces interactions ensemble, quand vous ajoutez à ça le pair programming ou le travail en binôme, encore une fois, il ne s'agit pas de passer 8 heures à côté de quelqu'un, personne n'aime ça, d'accord? Donc c'est des sessions courtes. Quand vous avez tous ces ingrédients-là, les personnes juniors, elles montent en compétence à une vitesse phénoménale par rapport à ce que j'avais pu vivre sur les projets classiques où très souvent, la personne qui arrivait en cours de route dans le projet ou au début, on lui donnait un gros paquet de specs à lire, de la doc technique à lire, on lui faisait faire des corrections de bugs, qui est hyper ingrat comme boulot d'ailleurs, et il se faisait la main là-dessus, mais c'était jamais du niveau technique suffisant pour vraiment progresser. En tout cas, c'était ma façon de faire qu'on m'avait habitué à produire. Je ne dis pas que vous faites pareil, j'en sais rien, mais je vous parle juste de mon vécu en toute humilité. Mais voilà, c'est le jour et la nuit en termes de progression et de motivation et d'engagement aussi. Donc, ça m'est au contraire très souvent arrivé ensuite, après coup, de recruter des gens qui n'étaient pas forcément bons techniquement, mais qui avaient une soif d'apprendre très forte. Et alors là, quand on les met dans un bain agile, encore une fois, dans le respect des fondamentaux, ça grandit très très vite. Alors justement, quand les tâches sont particulièrement ingrates, est-ce que il y a quelques astuces, issues de l'expérience dont tu pourrais nous faire part? Ouais, j'ai souvent cette question. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai jamais eu ce problème. Oui, alors que sur tous mes projets, il y a forcément des tâches ingrates, hein, d'accord? Donc, mais j'ai jamais eu ce problème parce que en fait, naturellement, l'équipe s'auto-organise, même parfois quand l'esprit d'équipe au début n'était pas là. Souvent, j'ai commencé des projets, on recrutait des gens à droite à gauche, on les mettait sur le projet, ils se connaissaient pas ni d'Ève ni d'Adam. Parfois, c'était pas du tout la même génération, la même culture. Enfin, et en fait, à chaque fois, quasiment à chaque fois, au bout d'un moment, pareil, tous les événements, toutes les interactions que j'ai citées tout à l'heure, la mêlée quotidienne, la rétrospective, etc., fait naître un esprit d'équipe qui fait que, à un moment donné, quand on fait la mêlée le matin et qu'on s'affecte les tâches de la journée, tout le monde sait que, tiens, cette tâche-là, personne n'a envie de la faire. Et il y a toujours quelqu'un pour dire, écoutez, là c'est bon, là c'est moi, je me la fais. Le jour suivant, t'en as un autre qui va dire, non, là, enfin la dernière fois c'est toi qui as fait cette tâche à la con, entre guillemets, excusez ma vulgarité passagère, cette fois c'est moi qui m'y colle. Ou encore, tiens, on va la faire à deux. Et bah en fait, voilà, c'est franchement, sincèrement, en toute honnêteté, j'ai jamais eu le problème de une tâche qui reste, le post-it qui reste sur le mur, personne ne veut la prendre, et puis on attend la fin du sprint et on va dans le mur. Jamais. En pratique, jamais. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais si ça arrivait, je pense qu'on trouverait une solution. Et alors, et peut-être que ça fait le lien avec la question précédente, aussi bien dans le diagnostic entre guillemets
l'état de la culture de l'entreprise avant de prendre la mission, mais aussi dans les premiers outils qu'on peut mettre en place. Quel est-ce que tu recommanderais, dans quel ordre et quels outils, par quoi commencer? Alors, est-ce que tu peux juste répéter le début de ta question? Parce que j'ai été déconcentré par un truc. L'idée, ce serait de se dire, bon, on est dans le cadre d'une entreprise justement qui va changer de culture, qui veut aller vers l'agilité. Ouais. Tu nous disais que parfois tu avais refusé des missions, donc il y a une question quand même de faire un petit peu le point de la situation. Du coup, quels indicateurs, toi, tu regardes particulièrement? Et puis, comme il s'agit quand même de changer de culture, quels sont les éléments que tu mets en place dans un premier temps, s'il y a quelque chose d'un peu standard, hein, parce que c'est peut-être justement très agile et très adaptable selon les cas, c'est toi qui vas nous le dire, pour justement avoir ces fameux quick wins ou d'autres choses qui permettent D'accord. d'avancer dans le bon sens. Ok. Donc, outil, pas au sens forcément logiciel du terme ou technique du terme, outil ou même au sens façon d'approcher un contexte ou ouais, ok, Voilà, enfin ok, de la mise en place de l'agilité, c'est ce que j'entends dans ouais, les questions. ok. Alors, donc les indicateurs que je vais regarder, ça va être assez proche, enfin on va refaire le lien à la réponse à la première question, je crois qu'on a traité. Ce que je vais regarder en premier lieu, c'est la motivation première. Pourquoi l'entreprise ou l'équipe que je décide d'accompagner, enfin qui souhaite être accompagnée, pardon, souhaite se lancer dans l'agilité. Vérifier qu'elle a de bonnes raisons de le faire. Si elle n'a pas les bonnes raisons de le faire et qu'elle me dit bah, c'est la direction qui a décidé ou parce que tout le monde s'y met et du coup on doit s'y mettre nous aussi, je vais pas dire au revoir et merci, mais du coup on va travailler ensemble, on va creuser pour identifier la vraie raison. En général, on en trouve toujours une. Pour vérifier que cette raison sera suffisamment fédératrice pour engager le changement et lui donner tout l'impact nécessaire à ce changement qu'on veut apporter. Ensuite, deuxième truc que je vais vérifier, c'est qu'il y a un appui de la hiérarchie. C'est une des erreurs que j'ai commises au tout début dans mes propres entités dans lesquelles j'essayais d'introduire l'agilité. J'ai pas suffisamment parfois sécurisé ce point-là. Donc ça, c'est hyper important parce qu'on ne sait pas ce qui peut se produire. Des fois, vous pourriez être surpris de voir les blocages que j'ai rencontrés, du genre, tiens là, je vais mettre des post-it sur un mur, et je commence à mettre mes post-it sur un mur. 3 jours plus tard, j'ai quelqu'un de la sécurité qui me dit interdit de mettre des trucs sur les murs, c'est une politique dans l'entreprise, vous me virez tout ça. Là, la fois suivante, je peux vous dire que j'avais mon sponsor au téléphone. Je dis écoutez, là, j'ai besoin de mettre ça en place pour le management visuel sur les murs, mais c'est interdit dans l'entreprise. En 3 minutes, c'était réglé. J'avais la dérogation pour mettre en place ce truc-là. Alors, pareil, ça peut paraître totalement anecdotique, mais c'est qu'un exemple, ça peut être des trucs plus problématiques aussi que le sponsor va lever. Donc ça, c'est un deuxième critère. Et ensuite, il va falloir que j'identifie le leader terrain, parce que le principe du coach agile, enfin en tout cas ma définition du coach agile, c'est pas un consultant qui se rend indispensable à chaque fois qu'il y a besoin de trouver une solution agile à un problème. C'est quelqu'un qui va au contraire se rendre le plus vite possible dispensable. Et donc on va chercher le plus souvent, moi j'essaye d'agir le plus possible dans l'ombre, le moins possible en interaction directe avec les parties prenantes pour accompagner plutôt la personne interne, idéalement, qui va, elle, amener le changement de l'intérieur. Pour qu'elle, elle se place directement en interface avec les gens, à éduquer à l'agilité, à coacher, pour lesquels il va falloir donner du sens au changement. Donc voilà, c'est vraiment un critère important de bien choisir le leader du changement, le Scrum Master en l'occurrence, selon le niveau qu'on vise, Scrum Master ou coach agile, ça dépend. Ou si c'est une autre méthode comme le Kanban, bon, il n'y a pas de Kanban Master, mais voilà, vous voyez, c'est l'équivalent du Scrum Master, on va dire. Et après, quel outil je mets en place en premier dans la boîte à outils agile? Ça va complètement dépendre du contexte. Si je tombe sur une équipe, ça m'est arrivé d'avoir une équipe qui était motivée. Elle a été motivée, elle, dans son cas, à partir du moment où elle a elle-même choisi son Scrum Master. Donc, on a fait une élection sociocratique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour ceux qui ne connaissent pas la sociocratie, vous pouvez regarder sur Google comment on fait une élection en sociocratie, c'est hyper intéressant. Et ça a des caractéristiques très précises, très éloignées de ce qu'on a quand on élit notre président, malheureusement. Mais ça permet d'identifier le Scrum Master de façon naturelle et légitime au sein de l'équipe.
Et une fois qu'on a eu ça de fait, en fait, c'est parti tout seul. Et donc là, j'ai pas réfléchi 5 minutes. On a mis en place intégralement Scrum en un sprint. À l'inverse, j'ai parfois des équipes à qui on a forcé la main pour mettre en place l'agilité. C'est un des critères qui parfois me pousse à refuser les missions. Mais quand je sens qu'il y a une possibilité, si j'ai un leader fort et un soutien du sponsor et que je sens en interview d'équipe, là je fais un interview individuel de chaque membre de l'équipe, je précise, si je sens que la perception de l'agilité peut être renversée pour être positive et que des personnes, au moins un noyau dur dans l'équipe, sera prêt à jouer le jeu, mais qu'il y aura quand même de la résistance au changement, là, je vais peut-être mettre en place Scrum progressivement. Et parfois, c'est intéressant de commencer par la rétrospective, parce que la rétrospective, même si le projet n'a pas encore commencé, ça, du coup, je l'appellerai peut-être pas rétrospective à ce moment précis-là, mais elle va me permettre, cet outil va me permettre d'identifier les douleurs dans l'équipe, les trucs qui posent problème à l'équipe, les trucs qui les frustrent, les démotivent, et je vais voir ce qui match, ce qui correspond avec un outil de ma boîte à outils agile. Peut-être que l'équipe, elle va dire, on n'arrête pas d'avoir des problèmes de coordination, on communique mal, on n'est jamais synchronisé. Ok, bon, bah là, je vous explique. Il y a un truc qui s'appelle la mêlée quotidienne. Voilà comment ça marche. C'est juste 15 minutes. C'est pas du reporting et du flicage. Il n'y a même pas besoin d'un chef de projet. À terme, il n'y a même plus besoin du Scrum Master. C'est vous qui l'animez vous-même. Et vous allez voir, je vous coach. Sur 3 jours, on teste ça. Ou sur une semaine, on teste ça et vous allez me dire ce que vous en pensez dans une semaine. Ou le management visuel avec les post-it. Voilà, ça aussi, ça peut résoudre des problèmes de communication, de coordination. Ça peut aussi augmenter la transparence si la relation entre le client et l'équipe n'est pas bonne. Mais là, voilà, je vais apporter une brique en fonction du problème que rencontre l'équipe. Et ça, forcément, quand vous apportez une solution à quelqu'un qui a un problème, il est d'autant plus à l'écoute de ce que vous allez proposer ensuite et de la solution que vous proposez immédiatement à son problème. Donc ça, c'est pour moi la meilleure façon naturelle et de bon sens qui permet d'apporter des changements qui parfois changent les repères et les habitudes. Et donc, cette créativité, sûrement, dont il faut faire preuve, on a beaucoup de questions par rapport à, au-delà de l'équipe, comment animer une équipe agile, mais au sein d'une entreprise qui est plutôt dans un mode waterfall ou autre fonctionnement, des fournisseurs ou d'autres partenaires qui sont également pas toujours en mode agile de leur côté. Donc, ça rentre dans un écosystème. Comment interagir avec les autres? Ouais. Alors, déjà, il faut se dire que, je ne sais pas si ça peut décomplexer toute personne qui voudrait se lancer dans l'agilité, mais il faut se dire que c'est une réalité pour 80%, si je prends du mode Pareto, des personnes des agilistes. Je mets de côté, bien sûr, les entreprises full agile, s'il y en avait, mais je ne pense pas que ça existe, ou des entreprises suffisamment petites pour que ils aient peu d'équipes et que toutes soient en agile. Mais c'est une réalité, voilà, c'est une réalité dans beaucoup de contextes, et quasiment dans tous les contextes dans lesquels j'ai fait mes projets en mode agile, j'ai eu cette réalité-là. D'une manière générale, ce qu'il faut bien se dire, c'est que jamais les conditions idéales sont réunies. À aucun moment, j'ai jamais rencontré des conditions idéales pour se lancer dans l'agilité. C'est pour ça qu'il faut juste un minimum de prérequis dont on a parlé tout à l'heure pour se lancer, peut-être avec une équipe pilote. Maintenant, pour répondre plus directement à la question, je vais y répondre en prenant l'exemple des équipes que j'avais chez Swiss Life. Donc, on avait un département qui a oscillé en termes de taille, mais globalement, on avait 3 équipes. Ces 3 équipes, c'était des équipes qui développaient la partie visible du logiciel. La partie, je crois qu'on a beaucoup de gens en technique parmi nous, mais donc les IHM, quoi, la partie visuelle, donc le portail web des applications qui étaient parfois mobiles, pas mobiles, parfois compatibles tablette, parfois pas. Ça tout dépendait du produit que l'une des 3 équipes avait à faire, que les 3 équipes avaient à faire. Chacune parfois avait leurs produits, parfois on était sur des produits qui s'intégraient les uns aux autres. Et en fait, du coup, elles étaient dépendantes de plein d'autres équipes. Des équipes qui allaient développer des services que mes propres équipes allaient utiliser et appeler depuis le portail web. Des équipes, une équipe d'architectes qui allait nous expliquer comment on allait le faire sur le plan urbanisme du système d'information. Des équipes opérations qui fournissaient toutes les infrastructures de l'environnement bac à sable pour tester les premières fonctionnalités jusqu'à les serveurs de production, en passant par la recette, etc. Donc on avait cette réalité-là.
Et il nous arrivait parfois d'être dépendant complètement du coup d'un livrable qu'une équipe tierce devait nous fournir pour pouvoir nous-mêmes ensuite fournir la partie livrer la partie visible pour l'utilisateur. En l'occurrence le client final ou des apporteurs d'affaires Swiss Life. Et donc eux avaient leur cycle en V où certains avaient un rythme itératif, ils livraient quelque chose tous les mois, mais c'était pas de l'agilité, mais bon voilà, c'était une méthode maison on va dire à eux. Et eux c'était tous les mois il y avait un truc qui sortait. Et donc parfois, ben, leur projet avançait pas forcément comme ce qu'on avait prévu, mais au début on avait prévu, tiens ben voilà, vous livrez quand nous on sera au 9e sprint par exemple. Donc ok, on attend. Chaque semaine, on faisait un point de 5 minutes pour faire un point sur l'avancement, vérifier que, voilà, avoir une température sur leur degré de confiance à livrer dans les temps ce qui était prévu. Et ce qui arrivait très souvent, c'est qu'ils n'étaient pas dans les temps. Et donc pour nous, c'était pas du tout un problème, puisque en fait, à tout moment, on peut changer nos priorités grâce à l'agilité. À tout moment, on peut dire, tant qu'un sprint n'est pas commencé, on peut changer le contenu du prochain sprint. Un sprint qui est commencé, lui, c'est sacré, on ne touche pas au périmètre d'un sprint qui est entamé. Sinon, c'est là où on rentre dans le chaos. C'est pour ça que le sprint est très court et que l'effet tunnel est considérablement réduit par la durée du sprint. Le seul cas où on peut changer le périmètre d'un sprint en cours, c'est quand l'équipe a de l'avance et demande à en rajouter, ou quand l'équipe a du retard et demande à ce qu'on en sorte des éléments qui n'ont pas été commencés. Mais sinon, c'est une règle du jeu stricte, on ne change pas le périmètre d'un sprint en cours. Mais tout ce qui va après peut être changé à tout moment. Donc si notre équipe tierce dont on dépend a du retard, ok, pas de souci. Dites-nous à quel moment vous pouvez livrer. Ben, ok, ce sera plutôt le sprint 10. Ok, sprint 10. Donc sprint 9, ben, nous, on va changer le périmètre qui était prévu. En général, notre product owner était très contente, c'était souvent une femme, de mettre un truc qui était plus urgent pour elle que ce livrable à intégrer de l'équipe tierce. Et voilà. Alors, parfois, à l'inverse, ce qu'on attendait de cette équipe tierce, c'était un élément qui nous permettait de livrer une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs. Donc là, ça veut dire que notre agilité est limitée à la performance de l'équipe tierce dont on dépend, bien sûr. Mais j'ai envie de dire que 30% d'agilité, c'est toujours 30% de gagné. Là, on était, je dirais, au moins à 50-60% d'agilité sur tout un tas de trucs. Il y a des trucs sur lesquels on était entièrement autonome, quasiment. D'autres, on l'était beaucoup moins. D'autres, on l'était un peu. Et voilà. Donc, autant de rendez-vous possibles que de sprint avec le monde extérieur. Et puis après, ben, les revues de sprint aussi, on invitait beaucoup les équipes tierces qui contribuaient, même indirectement, aux produits qu'on faisait. Donc les revues de sprint leur permettaient d'avoir, d'ailleurs j'en parle au passé, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, je suis parti, mais ça continue à fonctionner comme ça. Ces revues de sprint permettent aux équipes tierces d'avoir une visibilité ultra concrète sur l'avancement des équipes qui sont en mode agile et sur du coup leur synchronisation. Et parfois il y avait certaines décisions qui se prenaient sur des priorités qui allaient changer chez eux suite à la revue de sprint. Donc il y a plein de moments de rendez-vous, d'interaction possibles grâce à l'agilité, avec la souplesse qu'on peut attendre d'elle. Mais bien sûr, on ne se raconte pas d'histoire, l'agilité est limitée par la performance des équipes tierces dans certains cas. Ça fait une réponse un peu, je suis désolé. Mais c'est intéressant, c'est justement, j'entends à travers ta réponse que la mise en place de l'agilité, évidemment, réclame beaucoup d'agilité aussi. Et finalement, cette mise en place trouve ses réponses un peu dans ce fameux mode agile. Dans ton expérience et dans ce que tu as pu voir aussi du marché, l'agilité est née dans les entreprises quand même de logiciels. Qu'en est-il des autres domaines, par exemple la construction, le pétrole, d'autres choses complètement différentes? Alors, je ne sais pas par quoi commencer parce que il y a par exemple un retour d'expérience assez bien documenté sur Scrum dans une école primaire. On prend une classe d'enfants en école primaire, on regarde leurs notes moyennes on prend deux classes, une classe qu'on laisse avec un fonctionnement classique et l'autre on met en place Scrum. Alors du coup Scrum dans une école primaire ça ressemble à quoi? Il y a un Scrum Master, il y a un Product Owner, il y a une équipe qui sont les élèves et ils fonctionnent avec des mêlées quotidiennes. C'est eux qui tirent les sujets plutôt qu'on leur pousse les sujets, donc qui seraient les tâches sur un projet classique on va dire. Et du coup ça crée un rapport à l'enseignement et au contenu pédagogique très différent puisqu'ils sont acteurs
de cette pédagogie, du coup, enfin, acteurs en tout cas de leur apprentissage, je voulais plutôt dire. Alors, il y a Montessori aussi qui reprend ces principes-là, mais évidemment pas en s'organisant avec Scrum. Et résultat, des notes meilleures, des enfants qui sont au taquet pour aller à l'école, super motivés, etc. Donc ça, c'est un exemple, c'est très documenté. Vous pouvez trouver ça à Scrum in Education, et je crois que c'est traduit en français sur, j'ai oublié le site, InfoQ, je crois, ouais. Après, là, j'avais au téléphone il y a quelques semaines quelqu'un qui me parlait de ses expériences sur la mise en place de l'agilité dans un cabinet d'avocats, dans des fabricants de camions, et je ne sais plus quel est le troisième. J'ai aussi accompagné une personne qui était dans un service RH. Là encore, je prends un truc qui n'a rien à voir avec l'informatique. Son projet, qui était, pour elle, c'était une montagne à gravir, titanesque, et c'est vrai, j'ai déjà vécu ça, c'est assez horrible. Il fallait refondre tout le référentiel de métier de son entreprise. Vous imaginez, il y avait 120 ou 130 postes ou 200 postes, dont certains prenaient la poussière parce que en fait, ces postes, ils n'existaient plus, donc il fallait les identifier, les retirer, etc. Mais surtout, il fallait refondre tous les métiers, les mettre à jour, parfois changer les titres, revoir les critères d'évolution de carrière, enfin bon. Et donc, ça prêtait à faire ça en mode classique. Voilà, on analyse tous les métiers, tout le référentiel de métiers, on commence à refondre toutes les fiches de poste, etc. etc. Et là, ce qu'on a fait, c'est que je lui ai dit, mais sur les 2000 employés de l'entreprise, quel est le poste qui est le plus répandu? Ou quel est celui qui est le plus prioritaire du point de vue de la direction pour ce qui est d'être mis à jour? Et à partir de là, on a identifié sur les 120 postes en mode Pareto, le 20% des postes qui représentent 80% de la valeur dans l'entreprise, soit parce que c'est des postes très répandus, encore une fois, soit c'est des postes très stratégiques. Et on s'est concentré sur ces 20%. Et sur ces 20%, du coup, elle a fait tout le boulot qu'il y a à faire sur un sprint d'un mois. On n'a pas voulu réduire en dessous d'un mois, mais un mois, c'est le maximum. Elle a impliqué les personnes qui occupaient ces postes et leurs managers pour refondre certains postes. Ensuite, revue de sprint. Donc là, elle a présenté les fiches de poste à des personnes qui occupent ces postes-là, qui occupaient à ce moment-là ces postes-là pour avoir des feedbacks. Elle a convié en revue de sprint la direction pour avoir aussi des feedbacks de la direction. Et ensuite, elle a pu, sur les sprints suivants, tirer profit des bonnes techniques qu'elle a utilisées qui ont permis d'avoir des bons livrables. Elle a pu s'améliorer sur les livrables sur lesquels elle a eu des feedbacks négatifs. Alors, feedback négatif, on ne prend jamais mal en tant qu'agiliste. C'est au contraire, c'est un service qu'on nous rend, nous donner un feedback négatif le plus tôt possible parce que c'est pas trop tard pour s'adapter. En recette sur un projet, pour moi, c'est déjà trop tard. On est déjà dans le gaspillage. Donc, du coup, là, c'est ça, ce feedback qu'elle a eu. Et du coup, elle a eu, bien avant que le projet se termine, elle avait déjà des feuilles de poste utilisables. Et ça, c'est extrêmement puissant en termes de time to market. Là, pour le coup, le time to market, c'était cette capacité à offrir une lecture claire des postes pour les postes les plus importants dans l'entreprise, ou les plus répandus, encore une fois. Voilà, enfin, c'est juste pour vous donner des exemples comme ça. Après, il y a le BTP, il y a aujourd'hui, il y a SpaceX d'Elon Musk qui travaille en agile. Il y a un avion de chasse suédois qui a été entièrement fait en agile. Je ne vous parle pas uniquement du software embarqué dans l'avion, hein. Je vous parle du design de l'avion, du hardware. Ouais. Laurent, tu m'entends? Oui. Je te parle de SpaceX, de là-haut, où on voit le temps qui tourne. Et oui. Je suis désolé de devoir te couper parce que non, pas de souci. On est arrivé à laisser plus de temps pour les questions et on en est ravis. Et on aimerait qu'il y en ait encore plus, mais l'horloge tourne. Ouais. Et donc on va devoir se quitter et on enverra tous les liens. Il y aurait plein de choses à dire encore. Donc je te remercie énormément. On va devoir maintenant conclure en fait. Ça marche. Ok. Je vais couper ma caméra. Donc, vous voyez à l'écran des éléments qui vont vous diriger vers le site de Florent, justement, où vous trouvez plus de choses, notamment cet e-book. Ce sont des informations que vous retrouverez dans le replay, dans le compte-rendu de la réunion, sur son site L'Agiliste. Les prochains webinaires, à la fin de ce mois, 21 octobre, on parlera de la dimension humaine. Le 22, la stratégie Océan Bleu. Le 28, on reparlera d'Agile avec Discipline Agile du PMI.
Le 29, on parlera de gouvernance. Je voulais remercier notre webinaire, toutes les personnes qui ont participé. Donc, un grand merci à Florent Leton pour ce partage très intéressant, fort instructif. Nous avions 319 participants pour 719 inscrits. Maintenant, quelques informations d'ordre logistique. Vous voyez le code de formation continue du PMI qui s'affiche. C'est 3790 T6VRN. À la fermeture de ce webinaire, une courte enquête de satisfaction vous sera proposée. Merci pour vos réponses afin de vous proposer des sujets en lien avec vos attentes. Vous recevrez aussi le lien vers le replay. Vous retrouverez les réponses à toutes les questions que vous avez posées à Florent Leton, y compris celles auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre ce soir. De plus, sur notre site pmifrance.org, retrouvez très prochainement un article qui relatera l'événement de ce soir et son contenu. Merci donc d'avoir participé à ce webinaire intitulé « Devenir agile, les enjeux de la transformation » organisé par la branche Nouvelle-Aquitaine du PMI. Nous espérons que vous l'avez apprécié. Enfin, un grand merci à Luc André et l'équipe PMI France pour nous offrir ce webinaire. Bonne soirée à tous.